Hello YouTube! Dans la vidéo de la semaine dernière, on a terminé le raccordement de nos tuyaux d'alimentation en eau, ce qui nous a permis d'avoir enfin de l'eau dans toutes les pièces de l'appartement. Oui! On a de l'eau dans la cuisine! On a aussi construit l'habillage du bâti des toilettes, enfin en tout cas suffisamment pour y suspendre notre cuvette, et après 2 ans et demi de travaux, on retrouve enfin le luxe d'avoir une chasse d'eau. Oui! Donc avant de passer à la suite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous donner de la force et de laisser un pouce en l'air parce que si ces vidéos vous sont utiles, elles le seront aussi pour d'autres personnes qui galèrent seules sur leur chantier. On est en train de regarder des photos qu'on a prises de l'évolution des toilettes, là, les petits travaux qu'on a fait ces derniers jours. Et en fait, on avait mis des petits testeurs d'humidité, enfin des capteurs d'humidité, notamment ici, pour surveiller l'évolution de l'humidité par rapport à la fuite et tout, pour voir si ça évoluait dans le bon sens ou pas. Et en fait, bah, comme on n'a rien pour poser, parce que bon, vous avez vu la tête de la pièce, on l'avait posé sur les toilettes, sur le bâti des toilettes, sur la chasse d'eau, le petit bloc blanc là. Et en fait, on a fait notre coffrage et on a oublié le petit capteur à l'intérieur du coffrage. Donc ça fait 1 heure qu'on est en train d'essayer de le sortir. On est passé avec une règle et tout. On a dû démonter toute la chasse d'eau. Ensuite, on a essayé de passer par là, mais avec même la lampe torche, on voyait rien. On a pris la petite règle, on est passé à l'intérieur pour essayer de faire tomber le truc. Et finalement, on a réussi à le sortir. Il était posé genre ici, à l'endroit trop inaccessible. Finalement, on l'a fait tomber derrière. Il est tombé sur le manchon du tuyau d'eau chaude. Et puis après, il est tombé en plein milieu derrière. Donc il a fallu aller le rechercher. Bref, il est ressorti. Il est là. Mais bon, heureusement qu'on avait des photos et qu'on s'en est rendu compte à temps. D'ailleurs, c'est vraiment pas mal ces trucs, on en parlera à l'occasion, parce que bah, ça nous permet de surveiller l'évolution du taux d'humidité. Alors évidemment dans les pièces où on a eu des fuites, mais aussi dans les pièces où il n'y a pas de fuite. Et ça nous permet aussi d'avoir des informations sur la température et tout ça. Et à terme, ça nous servira aussi à faire de la domotique et de pouvoir contrôler tous les trucs à distance et tout ça. Donc on en parlera beaucoup plus tard, mais en tout cas, voilà, ça existe et on va le faire. Si on les oublie pas dans tous les petits coffrages qu'on est en train de faire par-ci par-là.
juste réparer un petit mur cassé, ça peut changer toute la perception d'une pièce. Donc je sais pas si vous aviez vu, mais déjà Stéphane a mis des cornières tout le long du bâti des toilettes et ça fait vraiment un fini plus propre. Et puis il a aussi mis des cornières ici sur ce mur tout cassé depuis des années maintenant, parce qu'on parle même plus en termes de mois, maintenant on parle en termes d'années, donc ça faisait des années que ce mur il était à nu, briques apparentes et tout ça. Donc là il a mis une cornière ici et il a mis une cornière aussi ici. Là c'était la démarcation de l'ancienne cloison, on avait un petit muret tout cassé. Et en fait, c'est vrai que le fait de mettre des cornières à chaque angle de l'appartement, à chaque fois qu'on fait des réparations quelque part, ça fait vraiment une différence. Les cornières, franchement, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique à utiliser que les bandes. Alors certes, c'est un peu plus cher, mais par contre, le fini, il est vraiment impeccable. Et puis c'est beaucoup mieux d'avoir quelque chose qui protège l'angle, parce que à force de passer au niveau des angles, il peut y avoir des petits bouts de plâtre qui s'en vont, et c'est dommage d'avoir des angles tout irréguliers, alors qu'on a fait une belle rénovation. Dans cet angle-là, vu qu'on avait la place, on en a profité pour passer une gaine électrique. En fait, je sais plus si je vous avais dit, mais comme notre plomberie, elle est en cuivre, il faut qu'elle soit raccordée à la terre. Donc il faut que quelque part sur le circuit, on arrive à faire passer un fil de terre ou 2 fils de terre pour chacun des tuyaux eau froide et eau chaude qui relient nos tuyaux en cuivre jusqu'au tableau électrique. Enfin, jusqu'au bornier de terre, mais pour nous, il est à l'intérieur du tableau électrique. Donc pour faire ça, comme on n'avait pas non plus énormément de place ici, on a utilisé une petite gaine plate. Je vous avais montré ça quand on a fait l'électricité dans la salle de bain. Donc c'est une gaine qui est comme ça, qui au lieu d'être arrondie est un petit peu écrasée et ça permet de prendre moins de place et du coup c'est un peu plus discret à des endroits où on n'a pas forcément la place de mettre une gaine ronde. Donc on a pu faire passer nos fils de terre ici dans ce petit bout de cloison et ensuite ils passeront au niveau du plafond et ils seront cachés par les corniches et comme ça ils vont pouvoir aller rejoindre le bornier de terre au niveau du tableau électrique. Et puis une dernière chose, on a aussi préparé la zone ici pour reboucher en fait notre passage à cet endroit-là. J'ai déjà appliqué hier soir le primaire d'accroche, c'est pour ça que ça a cette couleur un peu rose-orange, flashy, un peu bizarre. Et franchement, ça a vraiment l'odeur chimique de la couleur. Donc aujourd'hui, ce qu'on va devoir faire, c'est préparer ces murs-là. Donc ces murs-là, on les a déjà grattés, ils vont devoir être sous-couchés. Et après, on pourra passer aux enduits. Et de ce côté-là, celui-ci, c'est le mur ancien. Celui-ci, on a essayé de gratter un petit peu, mais c'est pas franchement parti. Donc la peinture, elle accroche bien à cet endroit-là. Et celui-ci, je pense qu'on va pouvoir l'enduire directement. Donc on a pas mal de travail aujourd'hui, alors on s'y met. Incroyable comme cette pièce, elle a l'air beaucoup plus grande depuis que les angles sont faits. Là, toute cette partie-là, là, ça a l'air immense. Ah oui, et aussi parce qu'on a retiré la porte pour pouvoir s'occuper de ce mur. Donc notre sous-couche, elle est vraiment pas terrible en tant que sous-couche, mais par contre, l'intérêt, c'est que ça nous permet de voir tous les endroits où elle tient pas, comme ici par exemple, où ça s'est décollé, donc on a gratté. Tout ça, c'est les trucs qu'on a encore gratté du mur après la sous-couche. Et du coup, ça va nous permettre de voir tous les endroits où il faut qu'on vienne mettre du produit. Donc soit du durcimur, soit du ripolin, là pour les murs poudreux. Ou alors sinon, comme ici, de la peinture cimentée pour éviter que les taches orange ressortent. On s'est fait avoir sur tous les autres murs dans l'appartement, donc cette fois on se fait pas avoir. On va faire ça avant les enduits.
Et puis il faudra aussi qu'on colle cette petite goulotte au mur en haut pour pouvoir avoir un mur à peu près fini. Là aussi ça s'est écaillé un peu. Bref, donc ce mur-là, il y a encore du travail forcément, hein, c'était le mur plus pourri. Et ce mur-là par contre, on va pouvoir l'enduire direct. Et notre petite chape, elle est tranquillement en train de sécher. C'est encore humide et un peu mou, hein. Ça met hyper longtemps à sécher, je crois qu'il y en a pour, je sais pas, un mois, un truc comme ça. Bon, de toute façon, c'est pas très grave parce que nous, on n'a pas prévu de faire le ragréage tout de suite, hein, puisqu'il faut qu'ils viennent s'occuper des poutres du plafond. D'ailleurs, oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que, en fait, dans les autres pièces, on n'aurait pas dû faire ça parce qu'on avait fait la chape au niveau du sol, sauf que il fallait rajouter un ragréage par-dessus la chape et du coup en fait notre chape aurait dû être un peu plus basse pour pouvoir faire le ragréage dans le trou et être au niveau du sol et ensuite poser notre sous-couche. Mais ici c'est pas très grave parce que de toute façon comme on fait un ragréage sur l'ensemble de la pièce, parce que le ragréage plus le carrelage c'est censé venir à la hauteur de notre parquet qui sera dans le couloir ici, et bah comme ça ici c'était normal en fait, enfin c'était l'option qu'on avait choisie de faire la chape au niveau du sol, puisque ce n'est pas le sol fini. Donc pour les murs poudreux, les trucs qui s'effritent et tout ça, on avait acheté ces deux produits-là, donc Ripolin, traitement des murs humides et salpêtre, et le tout prêt durci-mur. Honnêtement, moi j'ai du mal à voir la différence entre les deux, enfin en tout cas d'après ce qu'ils écrivent sur l'emballage, ça a l'air de faire exactement la même chose. Donc franchement on utilise l'un ou l'autre en fonction de ce qu'on retrouve sur le chantier. Dites-moi si vous savez exactement la spécificité de chacun. Là je pense que sur ces murs là de toute façon comme ça va nous empêcher de travailler aujourd'hui pour faire les enduits, il n'y a pas de différence. Je crois que celui-là, le Ripolin, il sèche un petit peu plus vite. Sec au toucher 30 minutes, séchage complet 12 heures, alors que celui-ci il est recouvrable, prêt à peindre en 24 heures. Donc bon, celui-ci ça permet d'aller un petit peu plus vite, mais nous comme on pourra pas faire tout aujourd'hui, peu importe, du coup je vais peut-être tester celui-là parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, et puis ça me permettra peut-être de vous faire un retour du coup après. Et la peinture ciment c'est ça. Donc ça, je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est une peinture qu'on a achetée chez notre fournisseur de peinture, enfin dans une boutique de peinture spécialisée. Hein. J'ai pas trouvé d'équivalent en GSB, et même sur internet, j'ai pas trop trouvé ce genre de référence. Donc voilà, c'est les petites boutiques de peinture de quartier, ils ont des produits comme ça. Cette peinture elle fait vraiment beaucoup de relief. Alors évidemment c'est aussi parce que je la fais à l'arrache au pinceau. Si j'avais pris un rouleau ça aurait été un petit peu plus aplati, même si ça aurait fait quand même le petit pommelé du rouleau. Mais de toute façon bon, c'est pas très grave parce que nous on va recouvrir avec l'enduit par dessus et du coup tout ça ça se verra plus. Mais je vous dis ça juste parce que après séchage c'est impossible à poncer, donc toutes ces petites marques là si vous faites ça après coup, et ben ça reste et c'est visible après vos peintures de finition. L'avantage de cette peinture, c'est que ça va permettre d'éviter de faire ressortir toutes les petites taches jaunes, etc. Parce que ça, même après l'enduit, ça a tendance à ressortir à travers. On a déjà testé sur d'autres murs dans d'autres pièces et on a vu qu'à chaque fois, toutes ces traces d'humidité jaunâtre et tout ça, ça réapparaît à travers les couches d'enduit et même les couches de peinture. Donc au moins, ça va permettre de faire disparaître tout ça et que ça vienne pas ressortir après les enduits. Donc avec le durci-mur, ma méthode c'est de venir vraiment recouvrir toutes les parties où la peinture s'est écaillée. Ça me permet de voir exactement les endroits où ça ne tient pas et de venir saturer toutes ces petites taches avec le produit. Et du coup, normalement ça va permettre l'adhérence de l'enduit une fois qu'on va venir faire notre passe. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai les mains toutes blanches, c'est parce que je suis vraiment une crétine et que j'apprends pas de mes erreurs et que j'ai encore mis la main sur mon pinceau en voulant le nettoyer après la peinture cimentée. Donc j'ai les mains cimentées du coup, et en plus ça colle. Voilà. En attendant de pouvoir retravailler sur ces murs-là, on va déjà s'attaquer à ce mur-là. Ce mur-là, c'est celui qui est en moins mauvais état, mais on va quand même faire notre petite technique maintenant qu'on utilise sur tous les murs quand on fait les enduits, et franchement qui est le mieux pour ici rénover des murs anciens qui sont un peu en mauvais état, c'est au lieu de faire juste de l'enduit garnissant, on fait un petit mélange, une petite mixture, moitié enduit garnissant, moitié
colle à carotte plâtre et ça nous permet d'avoir quelque chose de résistant et de collant qui vient bien s'agripper aux surfaces très irrégulières qu'on a ici. On a déjà enlevé les toilettes, Stéphane est en train de protéger toute la plomberie avec des bâches pour éviter si jamais il y a des coulures d'enduit que ça vienne s'incruster sur nos tuyaux. Et certains d'entre vous avaient posé la question dans d'autres vidéos de savoir pourquoi on se donnait autant de mal à rénover nos murs, parce qu'ils n'ont pas l'air en si mauvais état. Alors c'est peut-être vrai sur ce mur là, parce que celui-là il y a déjà eu une toile à peindre, donc mis à part la texture qui est un petit peu granuleuse et évidemment les reprises d'enduit qu'on a dû faire à certains endroits où on a réparé les murs, sinon le reste du mur est globalement plutôt en bon état. Mais par contre sur des murs comme ce côté là, où c'est vraiment très irrégulier, très moche, où il y a des petits bouts qui sont partis et tout ça, là il faut vraiment qu'on se donne du mal à faire plusieurs couches d'enduit, plusieurs passes de garnissant, plusieurs passes de finition pour arriver à avoir un résultat qui soit lisse et propre et joli. Parce que ça se voit peut-être pas à la caméra, mais en vrai je vous assure que les murs ils sont vraiment atroces.